Bonjour Nicolas Tartitz, tu es doctorant en sciences politiques à Nanterre et tu as coordonné avec Franck Duchesne un numéro dans La Pensée sur Parlement et autoritarisme. Ah, le fond flouté m'empêche de le montrer. Voilà. Alors, trois questions comme nous le pratiquons dans les petites vidéos de La Pensée. Première question qu'on peut se poser, qui est finalement assez simple. Quel est en deux mots l'intérêt de ce dossier? D'autant plus que l'association des deux termes, parlement et autoritarisme, peut sembler a priori assez contradictoire. Ouais, ben merci beaucoup Stéphane et merci à La Pensée de nous avoir permis de diriger ce numéro. Et en effet, un numéro qui a priori met en parallèle des choses assez contradictoires, parlement et autoritarisme, puisque quand on pense au Parlement, ce qui nous vient a priori, c'est plutôt le débat, la confrontation d'idées dans une enceinte de discussion libre. Et en parallèle, on a l'image de l'autoritarisme comme étant associé à des régimes dirigés par un tyran ou par un petit groupe d'individus. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que tous les États disposent d'un Parlement. Si on élargit les termes qui sont utilisés, les dénominations, qu'on parle de conseil, de commission, de corps, d'assemblée, de chambre, et quelles que soient les libertés individuelles, politiques ou religieuses à l'œuvre. Et bon, par exemple, mais des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou même le Vatican ont une assemblée, une commission ou un conseil, mais donc quand même une partie ou la totalité des membres sont directement nommés par le pouvoir exécutif. Et donc c'est quand même très large, et l'existence des parlements est très large. Alors pourquoi ils sont là? Et c'est surtout cette question, pourquoi il y a des parlements comme ça de manière aussi largement partagée. C'est surtout la littérature anglo-saxonne qui a travaillé sur ces questions-là, et la France très peu finalement. Ils ont essayé d'apporter quelques éléments de réponse, mais je vais notamment en dire deux. La littérature va considérer que les parlements peuvent être des tampons enregistreurs, c'est-à-dire des instances qui vont juste valider, qui vont juste légitimer des décisions qui sont déjà prises par le pouvoir exécutif. Deuxième explication, notamment, il y en a d'autres, mais les parlements sont vus comme des intermédiaires des attentes sociales, comme des filtres finalement de la contestation qui pourrait venir de la rue, et que dans le Parlement, une sorte de garde-fou finalement, on va retraduire ces contestations extérieures. Mais dans les deux perspectives, les parlements finalement, ils sont vus comme des vecteurs de stabilité de l'ordre établi. Alors c'est des questions intéressantes, c'est pourquoi ils sont là. Nous, dans le dossier, on a essayé plutôt de s'attacher au comment cela fonctionne, pour sortir peut-être à des approches qui pourraient être un peu plus fonctionnalistes, pour essayer plutôt de s'intéresser véritablement aux mécanismes. Alors justement, bonne transition. Quels sont les apports de ce dossier par rapport aux acquis antérieurs sur cette question et comment s'articulent les différents articles? Oui, ben, alors justement, en effet, quand je dis s'intéresser au comment plutôt qu'au pourquoi, c'est finalement s'intéresser à la manière dont des relations de pouvoir vont se structurer, avec aussi parfois toutes leurs contradictions, les moments de tension et les transformations qui peuvent être à l'œuvre. Et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé, nous, dans le dossier, aux mécanismes de domination. Et en faisant cela, on sort un petit peu de la définition des régimes, puisque ce n'est pas notre rôle de chercher qui est autoritaire ou qui ne l'est pas, ce n'est pas notre objectif. Nous, on essaye d'élargir un petit peu l'étude à ces mécanismes de domination dans la relation entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Et du coup, ça dépasse très largement les régimes a priori considérés comme autoritaires. Et on peut étudier, par exemple, la France. Bon, ça, c'est le premier intérêt. Et deuxième intérêt, c'est que l'étude des mécanismes de domination, on va plus loin finalement que la seule idée de violence, de répression, qui est certes très importante, il ne faut pas la nier, elle est importante, mais une fois qu'on a dit ça, finalement, qu'est-ce qu'on dit de plus? Et or, on se rend compte que dans des situations, il y a des parlementaires qui peuvent aussi consentir à l'autorité, voire même que ça répond à une convergence d'intérêts. Et donc, pour le montrer, c'est vrai que là, les articles, ils adoptent différentes perspectives, mais nous, on tenait beaucoup à la comparaison historique et à la comparaison internationale. Des articles travaillent sur la France du Premier et du Second Empire, mais aussi de la France du Consulat. Il y a un article sur la Russie post-soviétique et un article qui compare le Parlement afghan, égyptien et syrien. Voilà, donc c'est 5 politistes, Christophe Le Digol, Clémentine Fauconnier, Franck Duchesne, Jean-Noël Ferrier et moi-même, et on essaye un petit peu de voir ces mécanismes de domination. Alors, plus spécifiquement, tu viens de l'évoquer, tu as écrit également un article dans ce dossier, et là, tu traites une question
qui est une pratique ancienne, notamment depuis l'Empire, qui est remise au bout du jour par Emmanuel Macron, à savoir la présence d'un chef d'État devant les parlementaires. Alors, peux-tu nous en dire deux mots? Oui, bon, je vais aller assez vite, mais en effet, ouais, je pars d'une pratique, là pour le coup, l'ouverture des sessions législatives par le chef d'État. Et c'est effectivement ce qu'a fait Emmanuel Macron à deux reprises, en juillet 2017 et en juillet 2018, où il a pris la parole en début de session parlementaire à Versailles, devant tous les sénateurs, tous les députés, pour exposer sa politique générale. Et donc ça s'inspire des discours qui peuvent se faire ailleurs. Hein. Il y a le discours du trône au Royaume-Uni, en Norvège, au Maroc. Il y a aussi un discours d'ouverture aux États-Unis, comme ça. Mais en France, ce n'est pas nouveau, et c'est aussi une vieille tradition. Et j'essaie de revenir donc sur cette tradition française de ces cérémonies protocolaires dont l'usage va différer, mais qui ont toujours un très fort symbole. Alors bien sûr, ce sont des rites d'institution, ça je l'évoque dans l'article, mais elles mettent aussi en scène une concurrence entre le chef d'État et le Parlement. Une concurrence qui est théâtralisée comme ça, de deux institutions finalement qui ont la même prétention, celle de représenter la nation. Et cette concurrence-là, pour représenter les électeurs, elle s'inscrit dans un rapport de force, dans des relations conflictuelles. Et dans l'histoire, ça a pu... la balance, elle a pu pencher d'un côté ou de l'autre, côté Parlement, côté chef d'État. Et j'essaye de revenir là-dessus depuis 1791 avec Louis XVI, et j'essaye de revenir comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Eh bien, parfait. C'est donc les articles qu'on retrouve dans le numéro 411 de juillet-septembre 2022 de La Pensée. Merci Nicolas et à une Merci prochaine Stéphane. fois. Merci.